un podcast Binge Audio. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez si vous nous écoutez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de juifs, de musulmans. Le 10 mai dernier, quand j'ai appris dans les actualités que le tribunal d'Evry déclarait irrecevable la plainte de Trantonia contre 14 grandes entreprises états-uniennes du secteur de l'agrochimie, dont Monsanto, en raison de leur implication dans la production du défoliant chimique nommé Agent Orange, j'ai envoyé un message de soutien à Trantonia et elle m'a répondu en ces termes : « Ne soyez pas désolés, on est en guerre et on se bat jusqu'à la fin, car la vérité est avec nous. » Cette guerre, c'est le sujet de notre Kiffe ta race du jour, une guerre traversée par l'histoire de la colonisation, d'affrontements militaires et des conséquences de l'épandage sur 10 ans, entre 1961 et 1971, de 80 millions de litres d'herbicides, dont l'Agent Orange, sur les terres du Vietnam. Une guerre dont les effets perdurent aujourd'hui, générés par les propriétés mortelles de ce pesticide ultra toxique, qui sont déjà bien connus de ses fabricants et utilisés à dessein contre les mouvements vietnamiens de libération du pays. Une guerre que Trantonia mène depuis de nombreuses années et continuera de mener devant la justice française, car ses avocats ont déclaré qu'ils envisagent de faire appel de la décision du tribunal jugée contraire aux principes modernes de droit international. Et pour en parler, nous avons invité la première concernée. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous recevoir, Trantonia, pour nous partager votre expérience sur la question. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour et puis merci de me laisser ce plaisir de vous rencontrer tout d'abord et puis de vous répondre. C'est un plaisir pour nous surtout. Vous êtes le visage de ce combat contre les injustices et les souffrances causées par l'Agent Orange. Vous êtes né au Vietnam au temps de la domination française en Indochine, c'était le nom de l'époque. Vous avez été journaliste pendant 20 ans et combattante du Front de libération du Vietnam. Après la guerre, vous avez été directrice d'école. Vous êtes l'autrice du livre Ma terre empoisonnée qui est paru aux éditions Stock en 2016 et vous êtes décorée de la Légion d'honneur. Je voudrais préciser que d'habitude dans Kiffe ta race, on tutoie nos invités, mais là, devant Madame Trantonia, je peux absolument pas vous tutoyer. Moi, je voulais vous tutoyer, mais c'est Grace qui m'a dissuadée. Non, mais pour ça, je vais vous dire, j'ai toujours aimé la jeunesse. Donc, de me tutoyer, ça me fait plaisir et puis ça m'honore. Ah bon. Et puis, mais en tant qu'asiatique, en tant que vietnamienne, voyez, ça dépend de l'âge. Donc, vous pouvez m'appeler même Tata. Vous pouvez même me tutoyer. Et je n'en suis que bien honorée, là. Ah bah merci. Alors, moi, j'ai un ami vietnamien qui m'a appris comment on dit votre nom en vietnamien parce que nous, on dit Trantonia dans la prononciation française, mais en vietnamien, c'est Trantonia. Est-ce que c'est ça? Oui, tu as déjà fait un grand effort. Ça va, merci beaucoup. Et donc, je peux t'appeler Tata. Donc, même en vietnamien, on m'a appris, c'est Konya. Konya, oui, c'est ça. Ko, c'est Tata. Voilà. Et dans Kiffe ta race, on a un rituel quand on reçoit nos invités, c'est qu'on leur demande si il ou elle se définit sur le plan racial. Par exemple, moi je suis perçue en France comme une femme asiatique et Rokhaya est perçue comme une femme noire. Donc tu viens de nous dire, en tant que femme vietnamienne, en tant que femme asiatique, est-ce que c'est comme ça que tu es définie ici en France ? Sincèrement, je ne pense pas souvent à ma race parce que j'ai beaucoup aimé la France depuis toute petite et puis je suis venue ici. La France m'a accueillie, des amis français aussi m'ont bien accueillie. Alors c'est pour ça que je ne me sens pas complètement chez moi, mais je me sens dans un pays ami et surtout qu'après je suis devenue citoyenne française et après que cette citoyenneté m'a permis de faire ce procès, alors j'ai une grande gratitude avec la France, quoi. Voilà. Et tu es citoyenne française et décorée de la Légion d'honneur. Oui. Je précise. Donc c'est pas tout le monde, c'est pas tous les citoyens français qui le sont.
Donc, tu es née en 1942 dans une région qui est située dans le sud du Vietnam, à une époque où elle s'appelait encore Cochinchine, et tu faisais partie de l'Indochine française. Tu as été scolarisée dans une école à Saigon, où tu étais l'une des rares élèves annamites parmi les Françaises, et vous avez appris, donc à l'époque, tu as appris l'histoire, cette fameuse histoire qu'on apprenait aux anciens colonisés, nos ancêtres les Gaulois. Ouais, voilà. Est-ce que les injustices de l'occupation française du Vietnam te pesaient déjà, et quel a été le déclic pour ton engagement dans l'indépendance de ton pays? Tout d'abord, il faut comprendre que tous les Asiatiques, et surtout les Vietnamiens, font bien attention à, comment on appelle, parce que je suis née en l'année du cheval. Et on fait attention aux signes astrologiques. Aux signes, voilà. Alors moi, je porte le signe du cheval. Ma grand-mère a dit aussi que ma pauvre petite, tu portes le fardeau du monde sur tes épaules là, parce que tu as le signe là. Et aujourd'hui, je peux vous dire à vous que je ne suis pas un simple cheval. le cheval de guerre. Un cheval de Troie. Non, pas de Troie, mais de guerre. Oui. Parce que là, on en reparlera après, parce que vous pouvez me demander pourquoi je continue le combat, parce que je suis un cheval de guerre. Voilà. Donc, moi aussi, je suis cheval, donc je suis contente de savoir. Ouais. Moi, je suis chèvre. Cette symbolique. Bon, c'est très très bien, chèvre aussi. Bon, la question, c'était sur les injustices de l'occupation coloniale. Est-ce que tu en as pris conscience très jeune? Et en fait, qu'est-ce qui a provoqué ton désir d'engagement contre cette colonisation? Mon père biologique, il était officier de l'armée française. Oui, mais il était quand même un patriote. Et puis, il se battait aussi pour notre indépendance. Après son décès, ma mère, avec ses 4 enfants, elle nous a emmenés à Saigon. Et c'est grâce à mon père qu'on m'a accepté au lycée Marie Curie. De là, mon français. Voilà. Mais dès 8 ans, ma mère m'a déjà demandé de faire des missions. C'est-à-dire que dès 8 ans, j'étais devenue déjà une agent de liaison. Une espionne. Non, pas espionne. Non, pas encore espionne. 8 ans, c'est un peu jeune quand même. Mais agent de liaison. Et puis, vous pouvez vous imaginer, là, à 8 ans, en balbutiant à mon oreille, tiens, tu vas là, tu remets ça, une petite lettre enroulée comme un bout de cigarette, quoi. Tu remets ça, mais tu ne le dis à personne, parce que si tu le dis, on sera tous en danger. Donc, c'est ce secret-là, c'est tout ça qui m'a rendue heureuse et fière aussi, parce que on ne m'a pas expliqué ce que je fais, mais quand même, j'ai bien deviné que c'est quand même une mission importante. Donc, à 8 ans, j'étais déjà devenue militante, pas espionne encore. Pas encore. Et puis, j'ai vu quand même de mes yeux les soldats français, surtout les légionnaires. Donc, je n'aimais pas du tout les légionnaires parce que j'étais à Saigon. Mais mon village natal n'est pas à Saigon, mais à Cần Thơ, dans le delta du Mekong. Et même, j'ai des tantes qui étaient, pas battues, mais qui ont subi des violences, qui ont été... Voilà. Ouais. Donc, et puis ils ont... Par les légionnaires, c'est ça? Par les légionnaires. D'accord. Souvent. Et aussi, mon village natal a été incendié, brûlé aussi par ces troupes de légionnaires. Donc, j'ai peur des légionnaires. Je les aime pas. Donc, j'ai vu déjà l'injustice, les cruautés, les méchancetés de la guerre. Ma mère ne m'a pas tout expliqué. Seulement... parce que j'étais dans une école française. Donc, j'apprenais le français bien avant le vietnamien, et c'était ma mère qui m'apprenait le vietnamien en m'apprenant aussi l'histoire de mon pays, en m'amenant dans les orphelinats, partager aussi même les repas des petits orphelins. Donc, elle m'a appris dès mon enfance l'amour envers les plus malheureux que moi, partager avec les plus malheureux que moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si je suis comme ça devant vous, je ne sais pas si vous allez m'aimer. Mais la femme, la vieille tata que vous avez devant vous, là, si elle a le cœur pour l'humanité, pour les malheureux, je pense beaucoup à ma mère et je la remercie. Et je remercie aussi ma grand-mère. Illettrée, mais elle savait très très bien m'éduquer
et m'amener quand même vers le vrai chemin de l'humanité. C'est-à-dire qu'elles m'ont donné un cœur humain. Moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas t'aimer. Je voudrais le répéter. Tu le dis. Donc, je pense que ce mot humanité que tu viens de répéter, il est très important dans ton travail et ce qui caractérise aussi ton parcours. Parce que tu écris dans ton livre, nous ne nous battons pas contre le peuple de France, mais contre l'occupation. Et ensuite, dans les temps d'après-guerre, tu as écrit « Au fond, je ne suis pas communiste ». J'aime le peuple, la solidarité, mais pas l'endoctrinement ni la haine de l'autre. Et donc, toi, tes choix de te battre pour la liberté de ton pays, pour le peuple vietnamien, puis ensuite, tu as fait le trait d'union entre la France et le Vietnam, tes deux pays, tout ça en gardant à cœur la question de l'humain. En fait, c'est ça qui ressort de ton combat contre l'agent orange. Oui, certes, mais pour les victimes de l'agent orange. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce que tu fais, parce que nous, en France, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est clairement enclavé dans des réflexions où on n'arrive pas à articuler les idéaux de justice sociale, anticoloniale, sociale, tout en gardant à cœur qu'on se bat contre un système et pas contre les gens. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes? Vous savez, j'ai appelé les jeunes d'aujourd'hui, tous ces jeunes qui m'ont entouré, que vous connaissez un peu à travers le collectif Vietnam Dioxine. Alors, j'ai appelé cette jeunesse-là, ces jeunes-là, mon armée. Et c'est vrai que c'est une armée très très forte, très très vaillante même, parce qu'ils sont là et puis ils sont toujours prêts à me protéger tout d'abord, à me défendre et puis à me soutenir. Et je pense que même si un jour je disparaîtrais avant que justice soit rendue, ce serait eux, ce serait vous qui me remplacerez. Voilà, et merci à la jeunesse. Merci de porter ton combat jusqu'à nous. C'est vraiment très important qu'on puisse l'exposer aux jeunes générations. Et puis nous, on a été aussi alertés par des jeunes personnes. Donc c'est une très belle chose que ça circule. Merci de partager avec nous ton humanité, ce mot important que tu as prononcé. Et donc en 1966, tu as été exposé à l'agent orange. En 1968, tu donnes naissance à ta première fille qui, hélas, succombera aux effets de cet agent à l'âge de 17 mois l'année suivante. Comme des millions de Vietnamiens, le chiffre est estimé entre 2 à 5 millions de victimes. Tes enfants et toi souffrez de maladies liées à cette exposition depuis des cancers, des malformations, des maladies dégénératives graves, des perturbateurs endocriniens. Il existe au Vietnam une vingtaine de centres de soins de victimes de l'agent orange, bien que de nombreuses victimes soient prises en charge dans leur famille directement. Est-ce que tu peux nous expliquer la façon dont cet agent orange a été utilisé au Vietnam et quelles sont les conséquences sur les populations aujourd'hui? Et qu'est-ce que ton combat pour la reconnaissance de ce crime peut apporter aux victimes, justement, qui sont très nombreuses? C'était à partir de 1965 que l'armée américaine a participé en direct à la guerre du Vietnam. Donc la conclusion du tribunal n'est pas juste, parce que la guerre, ce n'est pas nous qui avons déclaré. Même vous qui la subissez, en fait. Oui, voilà. Le Vietnam a subi la guerre. Vous avez été attaqué, en fait. Et l'agent a été dispersé, en fait, à travers les épandages. Ils ont épandé ce qu'on appelait tout d'abord les défoliants. C'est pour détruire la nature. Je mets quand même entre parenthèses pour ne pas oublier. Alors que, au plaidoirie, l'avocat de la partie adverse a dit que c'est que des petites gouttelettes qui tombaient, qui n'arrivait même pas jusqu'au sol. C'est pour ça que Madame Nga, elle ment. Et puis après, elle a dit, mais elle est quand même sotte. S-O-T-E, là. Il t'a traité de sotte? Oui, parce qu'elle m'a dit, mais... C'est tellement irrespectueux. Mais pourquoi elle ne sait pas... Elle n'a pas fui cet endroit, les épandages? C'est vraiment de l'ignorance. Non, mais comment dans les années 60? Non, mais ça montre leur méchanceté, même. Parce que eux, ils me disent que c'est pas toxique. Mais il a dit aussi, mais il faut épandre ce produit pour protéger notre armée. Alors, mais l'armée américaine, pourquoi cette armée-là est présente sur notre territoire? Et pourquoi Madame Nga ne s'est pas enfuie de cet endroit? Alors que c'était chez vous? Ouais. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, t'es pas enfuie de chez toi? Oui, mais pour fuir ces petites gouttelettes. Oui, toi, tu l'as senti sur ton corps. Seulement j'ai senti, mais ça m'a enveloppée.
Et puis, tout de suite après, là, je grattais, et puis je toussais. Tu toussais, et je m'étouffais. Vous voyez, mais c'était très vite oublié parce que tu sais que pendant la guerre, pendant la résistance, dans une journée, combien d'incidents s'est passé? Donc, un petit incident. Pour moi, à ce moment-là, c'était un petit incident de recevoir le défoliant et puis après, on se lave. Mais je ne savais pas que à partir de là, alors j'ai eu la gale et puis j'étais très fragilisée et puis je commençais à être très malade alors qu'avant, parce que comme j'étais très jeune, avant j'étais mince, mais j'étais très très forte quand même de santé. Je n'avais rien, même dans la vie de Maki, parce que il y a une avocate des firmes qui dit « Mais si vous avez des maladies, c'est parce que c'est le mode de vie, de guerre, et puis maintenant vous êtes âgé, donc c'est normal que vous... » Non, c'est pas vrai. Mais c'est ce que tu as pensé pendant très longtemps. Et tu le dis dans ton livre, que quand tes enfants ont souffert de malformation ou de conséquences de l'agent orange, que toi-même tu en souffrais, tu as cru que c'était de ta faute parce que tu avais vécu dans le maquis, que les conditions sanitaires étaient déplorables, bien sûr. Et tu as culpabilisé en fait pour cette. Oui. C'est seulement quand tu as été diagnostiqué avec 5 des 17 maladies qui sont répertoriées et attribuées à l'exposition à l'agent orange que tu as compris que tout ce que tu vivais depuis cette date, depuis cette exposition et tout ce que tes enfants endurent et que d'autres Vietnamiens et Vietnamiennes endurent, c'est lié directement à l'agent orange. C'est donc prouvé scientifiquement. Il y a pas de. C'est vraiment lié à cette exposition. Et je vais te dire, ce qui est plus malheureux pour moi et pour toutes les mères victime de l'agent orange, c'est que quand un enfant est né avec des malformations, comme la mienne, ma première petite fille, là, elle est née avec des malformations, donc elle était toujours malade, elle ne pouvait même pas respirer. Ce qui me fait souffrir, c'est le regard des autres, parce que superstitieux, on pense toujours que peut-être, dans des vies antérieures, j'aurais peut-être commis quelques fautes, quelques crimes, etc., pour que aujourd'hui justice soit rendue sur ma fille. Voyez. Et toutes les autres mères, au début des années après la guerre, là, que des enfants sont nés comme monstres, comme handicapés, et c'était les mères qui étaient accusées, alors que elle était déjà très très malheureuse. Donc ça aussi, c'est un crime. Il y a vraiment des dommages psychologiques, des séquelles psychologiques très fortes, parce qu'en fait, vous avez été dans l'ignorance de l'origine de ça pendant très longtemps. Et c'est une vraie honte sociale de donner naissance à un enfant qui n'est pas, on va dire, valide selon les normes qu'on attend. Et ça crée vraiment un rejet de ces enfants. D'ailleurs, il y a des enfants qui naissent avec des malformations, sont parfois abandonnés par leur famille, parce que ces familles ne peuvent pas subvenir aux besoins de l'enfant. Et c'est très lourd, en fait, les traitements qui sont nécessaires pour que ces enfants survivent. Et c'est pour ça que il y a des centres de soins qui prennent en charge des enfants victimes de l'agent orange. Et tu as été visiter plusieurs d'entre eux. Tu le racontes dans le livre que ça t'a beaucoup touché. Tu as été extrêmement... Vous êtes encore très jeune. Je ne sais pas si vous êtes déjà maman ou non. Mais essayez de comprendre pour une mère de ne pouvoir pas même serrer dans son cœur son bébé. Parce que si je le prends comme ça, alors elle ne pouvait plus respirer. Et les autres mamans qui ont fait des monstres comme... Alors même les villageois les ont repoussés dans un coin très loin du village. Elles ont été reconnues comme coupables. Donc, on ne parle pas encore des handicaps, des monstres, des enfants aujourd'hui aussi très handicapés, mais déjà psychologiquement, mentalement, c'est déjà un crime, un grand crime que le monde doit reconnaître. On n'y pense pas beaucoup, mais moi, là, j'ai gardé en moi, pendant 40 ans comme ça, le sentiment de culpabilité parce que je me reproche toujours d'être une très mauvaise mère pour donner la mort à son premier enfant, pour donner aussi des maladies à ses 2 filles qui restent. Vous voyez, déjà, ça, moralement, c'était quand même une cruauté, quoi, une torture. Tu vois ? On dit toujours que les plaies finissent par se cicatriser et puis on oublie. On ne peut jamais oublier. On ne peut jamais oublier une perte d'enfant. On ne peut jamais oublier, en regardant ces enfants, ces filles, même aujourd'hui, s'ils ont quand même 50 ans, alors que dans ma tête, je me demande toujours quand est-ce que la leucémie va surgir pour ma 2e et quand est-ce, parce que ma 3e, elle est obèse.
l'obésité vient aussi de l'agent orange. Et là, j'ai toujours répété, mais fais attention, parce que quand je partirai, il n'y aurait plus personne pour t'occuper de toi, mais avec ton obésité, tu aurais beaucoup d'autres maladies. Alors qu'elle aussi, je lui ai transmise aussi une malformation de cœur. Peut-être c'est devant vous, comme devant mes filles, que je dis tout ce qui est à mon cœur, dans mon cœur, même si, je ne sais pas si, j'ai pas suivi votre programme d'interview, là, mais je dis ce qui apparaît dans mon cœur. Alors c'est pour ça que, jusqu'à présent, on ne parle pas beaucoup des souffrances morales. Quand on parle des victimes de l'agent orange, on parle toujours des blessures, des handicaps, mais c'est aussi dans la tête. La santé mentale, ça fait aussi partie de la santé. En fait, on en parle peu, mais c'est vrai que c'est des dommages qui sont très très difficiles à quantifier. Oui, il faut en parler. Et d'une manière générale, on entend très peu parler des conséquences de l'agent orange aujourd'hui, alors que ces conséquences, elles sont encore très pénibles pour les personnes qui ont été exposées. Et ce que vous avez appelé le mutisme autour des conséquences de l'agent orange, c'est aussi un continuum des violences coloniales et impérialistes dans la société aujourd'hui qui est globalisée et qui sont liées à la question économique qui est inséparable de la question coloniale. Et dans la tribune que le collectif Vietnam Dioxine a publiée dans Mediapart le 7 août 2020, en marge de la journée des victimes de l'agent orange qui a lieu tous les ans le 10 août, vous mettez en exergue en fait, les relations diplomatique et économique avec les États-Unis, entre le Vietnam et les États-Unis. Donc tout ce qui s'est... L'embargo économique américain qui s'est terminé en 1994 et l'essor des échanges économiques entre les deux pays qui contribuent à rendre au silence en fait, les victimes de l'agent orange parce que c'est difficile de parler des conséquences de la guerre encore aujourd'hui. Oui, c'est l'embargo dans le temps qui a retardé quand même tous nos combats. Toutes les plaintes. Alors, c'est un secret entre deux gouvernements, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, quoi. Parce que tout le monde le sait. Oui, mais entre deux gouvernements, pour enlever l'embargo, alors le gouvernement vietnamien ne parle plus du crime de l'agent orange. C'est pour ça aussi qu'est fondée la VAVA, l'Association nationale des victimes de l'agent orange. Et c'est VAVA, une association non gouvernementale qui représente quand même tout le Vietnam, qui représente les victimes. Et c'est VAVA qui a amené par 3 groupes de victimes de l'agent orange aux États-Unis. Et par 3 fois, ça a été débouté sans aucune explication. Voilà. Justement, contrairement aux vétérans, les Vietnamiens ont été exclus des compensations qui ont été liées à l'exposition à ce pesticide. Et donc, certains parlent de racisme environnemental, puisque en fait, certaines personnes, du fait de leur origine, sont compensées et d'autres ne le sont pas. Il y a une inégalité vraiment d'accès à la compensation. Et puis, de manière générale, les violences et les destructions relatives à la planète frappent de plein fouet les populations les plus pauvres et les plus exclues. Comment vous regardez ces choses-là, le fait que les Vietnamiens, en fait, n'aient pas de recours ni en France, ni aux États-Unis, alors que des vétérans américains qui étaient dans une position guerrière, ce sont eux qui sont venus attaquer le Vietnam, eux ont reçu une compensation, alors que c'était une décision de leur gouvernement. Si le gouvernement américain dédommage les victimes vietnamiennes, cela veut dire qu'ils ont commis un crime au Vietnam. Vous voyez ? C'est une explication, quoi. Moi aussi, je suis déboutée. Aujourd'hui, toutes les firmes américaines qui ont produit de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, ils se battent férocement. Ils n'hésitent pas à faire des mensonges, à tout ça. C'est parce que si ils me laissent gagner, cela veut dire aussi qu'ils doivent reconnaître leurs crimes. Et s'ils doivent reconnaître leurs crimes, ils doivent dédommager non seulement Trần Tố Nga, ils doivent dédommager des millions de victimes au Vietnam, des milliers de victimes dans d'autres pays. Et je voudrais vous dire aussi que j'étais aux États-Unis. J'ai rencontré aussi des victimes de l'agent orange américaine. Les souffrances sont identiques et je les aime beaucoup. Mais pourquoi ils ne s'expriment pas? C'est aussi par un accord secret. On reçoit de l'argent, on ferme la bouche.
Donc, je pense aussi au racisme, mais je pense aussi à cette autre raison que je vous ai exprimée. Voilà. Mais la raison il y a plein de raisons. En fait, il y a les intérêts économiques du Vietnam, le fait que les victimes américaines, en fait, on leur a demandé de tout simplement pas s'exprimer en échange d'une compensation, et puis l'absence de recours en fait, des personnes du Vietnam. Et c'est dommage aussi que la compensation n'est pas terrible. Hein. Ah oui, oui, il n'en reste plus. Et cela fait déjà des années que les victimes américaines n'ont plus reçu de l'argent. Et ce qu'on voit aussi dans le documentaire Agent Orange, la dernière bataille, dans lequel tu apparais, de Alan Anderson et Kate Taverna, qui est passé sur Arte l'année dernière, c'est que les enfants des personnes qui auraient reçu de l'argent pour compenser leur traumatisme lié à l'exposition, leurs enfants n'ont pas ce droit-là. C'est-à-dire que les enfants, donc on voit que l'agent orange s'infiltre dans les tissus et reste dans le corps et transmis par la grossesse, par la maternité. Et les enfants qui naissent aussi avec des problèmes liés à l'agent orange n'ont plus cette possibilité de recourir contre les fabricants. Et ça aussi, c'est un déni de justice. Tu parles des enfants américains, oui, n'est-ce des pas? enfants américains, oui. C'est vrai. C'est seulement l'ancien soldat qui a reçu de l'argent, mais pas leur enfant. Et quand j'étais à New York, j'ai rencontré une fille qui est venue m'embrasser, m'enlacer en pleurant. Elle dit, mais je l'ai consolée. Elle m'a demandé si je peux t'appeler maman parce que près de toi, je me sens plus calme. Alors que là, j'ai plein de haine dans mon cœur. C'est vrai que c'est de l'injustice parce que l'agent orange tue encore et crée toujours des malheureux, des misérables, même pendant très très longtemps. Très très longtemps parce qu'aujourd'hui, les recherches scientifiques disent que peut-être ça va continuer même pendant 100 ans. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut que... Et puis je vous demande, si l'agent orange n'est pas toxique, si l'agent orange ne ravage pas la nature et l'humain, pourquoi le gouvernement américain n'ose pas reconnaître leurs crimes? Mais pourquoi, sous forme d'aide humanitaire, ils viennent au Vietnam désintoxiquer les aéroports? Pourquoi, si c'est pas toxique, pourquoi ils dépensent tant d'argent pour désintoxiquer, mais ils ne veulent pas reconnaître leurs crimes? Et moi, je pense que même avec vous, avec mes enfants, je dis toujours que quand on commet une petite faute, il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc, si les firmes américaines qui ont produit de l'argent orange pendant la guerre du Vietnam, s'ils ont le courage de reconnaître leurs malfaits, le Vietnam ne demandera pas de les tuer. Le Vietnam demanderait seulement au gouvernement et aux firmes-là de se réunir, de se rassembler pour réparer le malfait. Et moi aussi, si je fais ce combat, c'est parce que j'ai jamais eu une arme pour tuer qui que ce soit, mais j'espère quand même qu'ils auraient le courage de reconnaître ce qu'ils ont mal fait. Et après, les Vietnamiens ne sont pas rancuniers. Donc après, on se réunit et puis sous forme même d'activité humanitaire, mais quelque chose d'autre, mais que les victimes de l'agent orange soient quand même aidées, qu'ils arrivent quand même à vivre dignement leur vie. C'est tout ce que les victimes de l'agent orange du Vietnam attendent, espèrent et demandent aussi à notre gouvernement vietnamien et au gouvernement américain et aux firmes qui ont produit ce produit aussi. Merci. Et à travers l'agent orange et le combat que tu mènes, il y a tout l'enjeu de la reconnaissance du crime d'écocide. Aujourd'hui, c'est à propos de l'agent orange que le terme écocide est utilisé pour la première fois. C'était en 70 par le biologiste Arthur Galston. Et en 2021, le Parlement européen a reconnu l'écocide. Et aujourd'hui, la prochaine étape, c'est de porter et de qualifier de crime, en fait, de droit pénal international. Donc, c'est un combat qui est notamment porté par les eurodéputés Marie Toussaint et Salima Yenbou. En France, la Convention citoyenne pour le climat a réclamé la création du crime d'écocide. Elle a été transposée en avril par l'Assemblée nationale sous la forme d'un délit, donc ce qui est une déception puisque c'est une catégorie pénale qui est moindre et qui risque d'ailleurs d'être rejetée pour des questions de conformité à la Constitution. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en cours. Toi, Konya, tu es très active dans les mouvements pour l'écologie. Donc il y a vraiment une interconnexion entre la lutte que tu mènes, la lutte de justice sociale, avec tout ce qui est autour de nous, l'écologie, le sexisme, le racisme, les luttes LGBTQIA, la transphobie, voilà, le validisme, tout ça c'est lié. Est-ce que toi tu te sens
au cœur de tout ça. Oui, je suis toujours contre l'injustice. Et quand je fais une injustice, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, mais je me sens révoltée. Alors c'est pour ça que j'ai bien réfléchi depuis le 10 mai, mais je pense que c'est vrai que la conclusion du tribunal d'Evry nous met en colère, mais nous rend encore plus forts, et surtout pour le combat contre le crime de l'écocide, parce que voilà, mais le combat dans le monde entier, et ils sont plus forts que moi, le combat contre le crime de l'écocide, donc ça va inciter encore la colère, parce que la conclusion n'est pas raisonnable. Et même, je reprends leur terme, c'est-à-dire que pour moi, la conclusion est irrecevable aussi. Donc, ça va, non seulement ça va pousser tous ceux qui me soutiennent, et vous avez vu que depuis le 11 mai, personne n'a peur. Tous ceux qui aiment la justice sont contrariés. Ils ont utilisé des mots très très durs aussi, que je ne peux pas répéter, mais c'est-à-dire que tout le monde est avec moi. Et je me sens encore déçue, mais plus forte, parce que c'est cette conclusion qui m'a rendue encore plus forte par la déception. Oui, voilà. Et personne n'est découragé. Alors, Marie Toussaint, hier, m'a envoyé aussi un message. Je l'ai remerciée seulement parce que je n'ai pas le temps de le dire, mais je crois qu'elle va encore se battre plus férocement. Merci beaucoup, Trantenia. Ouais. Vraiment, on reçoit en direct tout le pouvoir et la puissance que tu dégages. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir t'avoir ici. Moi, j'ai une dernière question qui est vraiment sur l'ordre des mots, parce que tu parles de la puissance des mots, et je pense que c'est très... Moi, je suis très déçue, par exemple, quand je vais sur le site des vétérans américains et que je lis que l'agent orange n'est pas considéré comme une arme de destruction massive, mais comme ils utilisent le mot herbicide tactique. Donc, en fait, ce mot herbicide tactique, c'est... On ne parle pas des effets de l'agent orange, mais on parle de... l'intention, en fait, de l'utilisation, de la finalité de l'utilisation. Eux, ils l'ont utilisé pour désherber. En fait, donc pour eux, c'est un désherbant, en fait. Et ça, je trouve que la question des mots et comment est-ce qu'elle révèle sur notre manière de voir le monde, elle est importante. Et moi, j'ai une question sur... quand j'ai lu ton livre, Ma terre empoisonnée, j'ai été au cœur du maquis à tes côtés. C'est-à-dire que je voyais tout ce que tu as traversé. Tu as fait la piste Truong Song, tu as été incarcéré, tu as été torturé. Enfin, je veux dire, tu as vécu des choses que je pense que... Je ne sais pas si on pourrait supporter le millième. Et quand on a vécu la guerre du Vietnam, enfin la guerre du Vietnam contre les États-Unis de l'intérieur, et qu'on voit l'euphémisation, la romanticisation de la guerre, et parfois même la glamourisation de la guerre du Vietnam. Je ne sais pas si tu as vu, toi, ces films américains qui raconte la guerre du point de vue des vaincus, mais de manière avec l'arrogance des vainqueurs. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on voit ça, quand on voit... Moi, je sais que, par exemple, il y a un cocktail qui s'appelle le B-52. Et dans ton livre, tu dis que le B-52, en fait, c'est cet avion avec son gros ventre plein de bombes qui vient et c'est quelque chose... Ça peut pas être un cocktail, en fait. On peut pas le boire. C'est une arme de guerre. En fait, c'est un avion qui est destiné à tuer et à supprimer des gens. Donc, c'est vrai que c'est fou en fait, d'en avoir fait quelque chose de pop, quoi. Et je me rappelle d'un restaurant parisien récemment qui a créé un burger qui s'appelait le burger Napalm. C'est-à-dire qu'on en est à des... En fait, on oublie ce que signifie... Enfin, on ne veut pas savoir ce que signifie la guerre. Et on est constamment dans cette entreprise de la rendre exploitable commercialement, en fait. Et toi qui as vécu ça de l'intérieur, dans ta chair, et qui le vis encore aujourd'hui, les conséquences de cette guerre, comment est-ce que tu peux regarder l'humanité en face et être aussi positive ? Mais ce sont des criminels. Ce sont des gens qui n'ont ni conscience, ni âme. Et puis, ce n'est pas... les peuples. Ce que j'ai dans mon cœur, c'est l'amour des peuples du monde entier. Si je vous raconte que ma mère, qui était présidente de l'Union des femmes de la libération, et tu sais comment elle a été tuée ? Elle a été tuée par les Américains. Elle a été ensevelie, on ne peut pas dire enterrée, parce qu'ensevelie, assise. Les mains dans le dos. Mains dans le dos, liées. Jambes liées et sans aucune sépulture. Oui. Voilà. Je l'ai cherché pendant plus de 30 ans. Je l'ai retrouvée grâce à un médium. Tu racontes ça dans le livre, c'est vraiment fascinant. Oui. Et j'ai été torturée enceinte de 4 mois.
On m'a suspendue pour me battre. Par les mains? On t'a suspendu par les mains, oui. Oui. Et les séquelles, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours des maux de tête. Des maux de tête comme ça. On n'arrive même pas à décerner la cause de ces maux de tête, mais ça, c'est permanent. Et pourquoi j'arrive quand même à regarder le monde entier, même les Américains, avec un regard passible? C'est parce que ma mère a dit « Nga ». Les peuples du monde entier ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, ce ne sont que ceux qui sèment la guerre. Et l'histoire du Vietnam et l'histoire des guerres continuent comme ça pendant des siècles. Et aujourd'hui même, on est toujours menacé. Donc, on arrive quand même à garder notre calme et notre lucidité contre toutes les populations, tous les peuples, même les peuples qui nous ont envahis. Alors, c'est pour ça que je garde toujours en moi cet amour-là. Je garde toujours en moi cette confiance et puis cette détermination. Et pour terminer, je vous dis que le combat qui porte le nom de Trần Tố Nga, c'est pas un combat pour Trần Tố Nga. C'est un combat non seulement pour les Vietnamiens, mais aussi pour les Américains, pour les compatriotes, les gens, les producteurs de l'agent orange. Et si vous pouvez rentrer en contact avec un Américain qui s'appelle Monsieur James White, qui a écrit un livre en anglais, traduit en vietnamien, c'est le Pieds nus, esprit de fer. Alors là, c'est un exemple de l'arroseur arrosé. Parce que son père, un amiral, a demandé au gouvernement américain de dépendre de l'agent orange le long des fleuves du delta du Mékong parce que son fils, étant dans l'armée américaine, était là. Donc, voulant protéger son fils, il a demandé de détruire toute la nature du delta du Mékong. Et en rentrant de guerre, c'est ce fils même qui était atteint de l'agent orange et puis qui était mort d'un cancer et laissant aujourd'hui aussi sa progéniture aussi victime de ce poison. Monsieur James White, lui, il avait une haine terrible contre les Vietnamiens et contre les soldats vietnamiens. Il était venu avec son père au Vietnam. Ils étaient très bien accueillis. Et puis, lui tout seul, il se rapprochait des villageois et puis des soldats, etc. Et rentrant, il avait totalement changé. Il avait vu que ce n'étaient pas les Vietnamiens, même ceux qu'il appelait les Vici, la Vietcong, mais ce sont les Américains. Et à partir de là, c'est M. James White qui lutte avec acharnement contre ces crimes de guerre. C'était un monsieur qui est très gentil. Et quand je l'ai rencontré au Vietnam, il m'a embrassé avec des larmes. Voilà. Merci pour ce partage. Merci beaucoup pour cette histoire qui va terminer cet épisode de Kif Taras. Merci beaucoup Tran Tonia, Konga pour ta présence avec nous. Et moi, je me suis retenue de pleurer pendant tout l'épisode, donc je pense que maintenant, je peux y aller. Alors, n'hésitez pas à suivre le collectif Vietnam Dioxine sur les réseaux sociaux pour continuer le combat de Tran Tonia contre les industries pétrochimiques responsables des tragédies causées par l'agent orange. Et notez que chaque 10 août, c'est la journée officielle des victimes de l'agent orange. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons d'avoir avec Tran Tonia. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqués, si vous voulez vous aussi faire partie de l'armée de Tran Tonia, n'hésitez pas, allez-y. Merci, oui, je me joins aux remerciements et à l'émotion de grâce. En fait, on pourrait t'écouter pendant des heures, donc je te remercie de nous avoir fait ce cadeau
de nous transmettre à la fois ton expérience, tes émotions. Et vraiment, je me sens très honorée d'avoir pu directement assister à et prendre part à cette conversation. Vous pouvez nous écrire et nous dire ce que vous avez ressenti à l'écoute de ce très très beau témoignage à kiftaras@binge.audio, nous contacter sur les réseaux sociaux en nous suivant sur @kiftaras sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram aussi, ou avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio, réalisé par Adalitel El-Madani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Nia. Merci à vous.